Alors, les remèdes, oui. Non, Pierre-Paul Jacques, vous êtes réceptif au discours du père Guy Gilbert? Oui, non, mais il a raison, c'est vrai que... Ah ben j'ai raison, t'as dit le contraire tout à l'heure. T'as raison, non. J'espère que je vais pouvoir parler, là. Voilà. C'est vrai, tu as raison, mais j'ai jamais dit que moi j'étais fort et que je supportais les drogues, au contraire, non, mais je sais. t'as dit que t'en es sorti super bien, mon pote. Non, et que t'es bien, t'es beau, etc., etc. Non, mais on parle de cannabis, là, parce que je sais pas... Je parle de cannabis parce que les jeunes de 12 ans... Ils n'arrivent pas accro au cannabis, quand même. Les jeunes de 12 ans... Non, mais je te pose une question, s'il te plaît. Comment? Les jeunes qui arrivent chez toi dans ton centre, c'est le cannabis d'abord. Mais attends, non, c'est le cannabis, c'est uniquement le cannabis. C'est juste le cannabis. Juste le cannabis. T'as pas écouté ce que la mère a dit tout à l'heure. T'as pas entendu ce qu'elle a dit. Il a commencé par un joint, le mec. Il a 40 ans maintenant. Il est complètement cassé. Voilà, elle avait raison, elle. Tu as raison de le dire, ça. Il faut l'écouter, elle. Voilà. Monsieur Galland, Jean-Pierre Galland, il voulait la parole. Attendez, monsieur Rapaz. Je trouve que le discours est très stigmatisant, parce qu'effectivement, si tu veux, quand on dit oui, les gamins sont accros au cannabis, ils viennent dans mon... Non, ils sont pas accros au cannabis. Ils sont alors? Ils ont fumé quelques pétards, mais je leur dis on arrête tout parce que j'ai eu des jeunes comme celui de cette femme. Hein, j'ai eu des jeunes comme ça. Hein, ils ont commencé à fumer. On disait rien. Moi, j'ai pas vu le coup venir. Oui, mais combien de jeunes... Attends. Il y a 30 ans, ils fumaient peu. Hein, mais j'ai vu cette drogue. Au niveau, le marché parallèle énorme. Tout ce que tu voudras, ça entraîne. Le chômage, ça, il faut le dire aux présidentielles. Ils n'ont pas eu les couilles d'en parler, les présidentielles. Voilà. Ils auraient dû en parler de ça. Claude Allègre voulait intervenir. Jean-Pierre Galland. Jean-Pierre Galland et Claude Allègre. Mais pourquoi ils n'ont pas eu les couilles d'en parler, justement? Parce qu'effectivement, c'est un tel problème. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur du vote des jeunes. L'alcool, quand même, tu dois bien le reconnaître, est beaucoup plus dangereux que le cannabis. Oui, mon pote. Mais d'un point de vue même... Mais attends, pourquoi pénaliser? L'alcool excite, tandis que le shit... Non, mais ça, c'est ce que tu racontes. Je l'ai vu, moi, au volant, quand le mec est au volant et qu'il commence à fermer les yeux 1 ou 2 secondes. Putain, c'est le shit qui fait ça. Tu sais que ça endort, le shit. L'alcool à bonne dose, ça endort aussi. Monsieur Rapaz. Non, mais les tranquillisants n'ont pas non plus, oui. Il faut réglementer ce marché, il faut mettre des interdits. Les parents, ils doivent être capables d'interdire à leurs gamins de fumer. Je n'accepterai pas que mon fils fume un joint avant d'aller à l'école. Jean Costotin. Et puis c'est pas un problème de la société. C'est un producteur de chant. Il défend sa boutique. C'est un Américain. Non, il est suisse, il est suisse. Ah, ça sauve tout. Le problème, c'est que ce n'est pas cannabis ou alcool, c'est cannabis et alcool. Absolument. Ça n'est pas poire ou fromage, c'est poire et fromage. On sait qu'il y a une potentialisation des effets de ces deux drogues. Et il y a des démonstrations, même animales, qui montrent que des faibles doses inopérantes de l'un associées à de faibles doses inopérantes de l'autre aboutissent à des effets qui sont extrêmement importants. Oui, j'aimerais, avant de continuer, remercier le père Guy Gilbert, qui doit nous quitter. Simplement une question que tu m'as pas posée. Est-ce que tu as fumé un pétard? Je suis allé... Je n'osais à un prêtre lui poser la question. Je suis allé à Amsterdam avec un jeune. J'ai vu l'immensité du désastre. Mais j'ai fumé une fois dans une prison. Je dis la messe. Bon, à la fin, un mec me dit, est-ce que tu fumes? Oui, je fume des cigarettes. Première taf, je vois le Saint-Esprit. Deuxième taf, je vois la Sainte Vierge. 1 heure après, je disais la messe à de sainte femme. Je crois que j'ai dit dans le sermon que Jésus-Christ avait été tué à coups de mitraillette. Voilà. Alors, voilà. C'était une cigarette magique, alors. Non, il avait mis de l'afghan dedans. Je voudrais dire simplement merci de m'avoir permis d'être là. Je dirais simplement que la drogue douce est une dure et qu'elle atteint les plus fragiles. Voilà, c'est tout. Merci, père Guy Gilbert, de défendre toujours les jeunes. Merci. Monsieur Beniamina, il y a une chose, j'aimerais qu'on comprenne bien. Ce phénomène des gamins qui, quand même, à 12 ans, 13 ans, jusqu'à 15 ans, commencent à fumer le premier joint, un peu de cannabis, et qui, finalement, plongent petit à petit dans cette marginalisation scolaire. Comment, vous qui les recevez notamment
en consultation. Vous observez ce phénomène? On aimerait les recevoir. Vous savez comment ça se passe? Et ça tombe très bien, Claude Allègre est avec nous ce soir. L'éducation nationale n'a pas les moyens de prendre en charge, ne serait-ce que pour de l'information orientée et objective, ce problème. Il y a deux réactions. Soit c'est le déni, on ne veut pas voir ce qui se passe parce que ça nous dépasse. Soit alors une série d'exclusions ou bien une série d'enseignants qui se transforment en parents père fouettard et qui, pour le coup, pénalisent de fait ces jeunes. Alors on se retrouve avec... Madame Daou a l'avantage sur vous d'aller directement dans les classes. Est-ce que c'est un sujet dont les gamins parlent de façon libre ou pas du tout? C'est très étonnant. Je fais de la prévention depuis 15 ans maintenant. Je vais dans des classes, autrefois j'allais plutôt en lycée. Maintenant je suis en collège, je vais dans si j'ai le choix, je vais dans les classes de 6e et dans les classes de 4e. En 3e c'est déjà plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de consommateurs déjà. Et mon discours est difficile. Ils sont dans la phase où tout se passe bien, donc ils ne comprennent pas ce que je leur raconte. En revanche, je trouve que les gamins sont surinformés sur le cannabis et les autres drogues, surtout sur le cannabis. Ils savent des tas de choses, ils connaissent les effets, mais comme par hasard, ce sont toujours les effets positifs. Si nous, les parents, ne prenons pas en compte le discours de ceux qui vendent de la drogue et qui informent nos enfants, si nous, en tant que parents responsables, nous ne faisons pas l'information de nos parents, c'est facile, ça va aller très vite et ça va continuer, c'est vrai. Justement, j'ai une question à vous poser à tous dans ce camp-là, parce que Tassin, peut-être vous allez pouvoir me répondre. C'est vrai que cette drogue coûte cher, les gamins n'ont pas forcément les moyens, alors ça entraîne la marginalisation scolaire, finit par aussi, ils volent peut-être. Ça entraîne le trafic. Elle coûte cher parce qu'elle est interdite. Si vous voulez, Maître Caballero. Si vous voulez, tout usager aujourd'hui, quel que soit son âge, est obligé de s'adresser au crime organisé pour trouver son produit, qui est vendu à un prix tout à fait prohibitif. Je parle que du cannabis. Je répète, 4 € le gramme en moyenne, c'est-à-dire c'est très cher pour un gamin. Donc qu'est-ce qu'ils font les gamins? L'usager se transforme en trafiquant. Cette loi est un appel d'air. Ce qui veut dire, Maître Caballero, qu'ils volent, ils sont obligés de voler parfois pour pouvoir s'en acheter. Ben voilà, parfois ils gagnent de l'argent jusqu'à 100 € pour... Je voulais parler d'un exemple de chez nous. Restons sur le cannabis. Maître Caballero, par exemple. Dans mon système, il y a une chose... pas aux mineurs, comme pour le tabac. Il y a un interdit clair. Tandis que là, il n'y a pas d'interdit. Le majeur, comme mon voisin, est traité de la même manière que le mineur de 13 ans. C'est-à-dire, ils ont la même loi qui s'applique à eux. Alors lui, il comprend vraiment pas ce qu'on lui dit. Et celui de 13 ans, il dit, mais on tient un discours diabolisant sur le cannabis. Moi, tous mes camarades en fument et je comprends pas. Et c'est donc le fait que cette Caballero, loi... vous êtes avocat aussi, vous êtes professeur de droit. La substance, mais alors qu'elle vous est êtes pour le dangereuse, respect de mais la c'est loi. pas le diable incarné, le cannabis. Mais la loi est ainsi faite. Si maintenant moi, je la veux loi changer, je suis professeur de droit, c'est mon rôle de critiquer les lois et de proposer quelque chose à la place. Donc je vous dis, c'est le discours diabolisant qui met tout dans le même sac, de la cocaïne à l'héroïne, parce que je pourrais dire aussi tout à l'heure que quand vous êtes un gamin et que vous avez affaire à un trafiquant de cannabis, un dealer, eh bien vous dites, t'as vu, on t'a dit des bêtises sur le cannabis. Pendant que tu y es, prends de l'ecstasy, prends de la cocaïne. Moi, l'avantage de mon système, enfin c'est pas mon système, c'est un système ce que vous préconisez, c'est-à-dire la séparation des marchés. On légalise le cannabis et on vend rien d'autre, un peu ce que fait la Hollande dans les coffee shop, et c'est vrai que la Hollande, qui n'est pas une légalisation contrôlée, un système beaucoup moins perfectionné que ce que je vous évoquais tout à l'heure, puisqu'on n'a pas le droit de vendre plus de 5 grammes, on n'a pas le droit non plus de consommer de l'alcool, on a le droit de consommer sur place. Ce système n'a pas entraîné du tout monde idéal, la professeur défense de la Cossentin, société hollandaise. Donc ça prouve bien qu'un autre système où on légalise n'entraîne pas les jeunes à consommer plus. Ça, on devrait quand même réfléchir à ça. On a très peu parlé de la Suède. La Suède a une législation qui est à peu près aussi rigoureuse que la nôtre, mais il y a adjoint une pédagogie très forte. Plus de 30 heures d'enseignement, de la maternelle, je dis bien de la maternelle, à l'enseignement supérieur, sont dispensées sur les drogues et toxicomanies. De telle sorte qu'à ce jour, la Suède peut s'enorgueillir de compter, toute correction de population étant effectuée, de compter 10 fois moins de toxicomanes, non pas que la France, ce qui ne serait pas un exploit, mais que la moyenne européenne, où il y a une volonté... Avec des phénomènes, pardon, mais assez spectaculaires. Un grand chanteur international s'est fait arrêter en Suède en possession de hashish et a été mis en prison, ce qui est quand même... Où il y a une volonté, il y a un chemin, et où il y a complaisance, indulgence, indifférence. Vous trouvez qu'en France, il y a complaisance? Absolument. Oui. Regardez le
l'argent d'en face. Vous l'avez en face de nous, cette complaisance. Vous l'avez en face de nous, cette complaisance. C'est de la réflexion, c'est pas et elle s'exprime. Nous sommes, je veux juste dire un petit truc. depuis peu, mobilisés pour en parler en Je suis venu parler des gens qui veulent avoir 3 pieds dans leur jardin. Par contre, je note au passage qu'ils vendent tous des bouquins là-dessus. Et donc, eux, ils font du business, en fait, avec un peu la drogue, quoi. Ça, c'est... Oui. En mettant des feuilles vertes dessus. Pardon, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Vous les vendez, vos bouquins, quand même. Alors, déjà, on répond à une attaque. Attendez, monsieur Benjamina. Patrick Murat, répondez à cette attaque. Directe. En ce qui me concerne, et je sais que c'est le cas pour en tout cas beaucoup d'entre nous, les fonds qui sont produits par la vente des bouquins vont non pas dans ma poche, mais vers une association.